La culpabilité peut parfois s'immiscer dans nos relations, de couple notamment, et nous piéger. C'est une émotion qui génère des sensations très désagréables et qui surtout peut coincer les deux partenaires dans une dynamique relationnelle pas très saine. Donc je vous propose dans cette vidéo quelques pistes pour comprendre comment fonctionne la culpabilité et pour la gérer différemment, plus efficacement dans votre couple, mais pas que, parce que les propositions que je vais faire ici, elles sont valables dans tout type de relation qui amène à ressentir de la culpabilité, donc à peu près tout type de relation, mais je vais quand même me concentrer plus sur le couple dans cette vidéo. Alors zou, c'est parti, on va voir comment gérer la culpabilité dans le couple. Avant d'aller plus loin, je vais dire quelques mots sur moi pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Sandrine Donzel, je suis thérapeute familiale depuis 2010, familiale et de couple, et je pratique une approche systémique qui est le modèle de Palo Alto, qui me permet d'avoir une approche très concrète, très réaliste, très pragmatique, et souvent de vous amener à voir les situations par l'autre bout de la lorgnette. Avant d'aller plus loin, deux choses à noter. La retranscription de cette vidéo est disponible sur le blog, le lien est en description de la vidéo. Et dernier point, la question à laquelle je réponds aujourd'hui, la situation que je traite, elle m'a été amenée par l'une d'entre vous, que je vais nommer Caroline, pour préserver son anonymat. Et si vous voulez vous aussi me poser une question, vous pouvez me le faire en m'envoyant un mail, et mon adresse, sandrine@escomc.fr, est aussi en lien dans la description de la vidéo. Alors, on en revient à notre sujet. Comment gérer la culpabilité dans le couple? Donc je vous propose 3 étapes. D'abord, on va essayer de mieux définir la culpabilité, comment elle fonctionne. Ensuite, je vous parlerai de comment elle nous piège à titre individuel et aussi à titre relationnel. Et puis, je terminerai par quelques pistes pour vous aider à vous sortir d'un cercle vicieux qui est lié à la culpabilité. Premièrement, donc, c'est quoi la culpabilité? Comment ça marche? Alors, malgré les apparences et malgré sa mauvaise réputation, la culpabilité est, comme toutes les émotions, tout à fait saine. Alors oui, j'ai bien dit une émotion tout à fait saine. J'en ai déjà parlé sur le blog dans un autre article, le lien est en description de la vidéo. Pour vous éviter la lecture là maintenant de l'article, je vous donne simplement ma définition. En fait, la culpabilité, c'est quand la part de nous qui veut nous éviter de nuire aux autres se manifeste. Et donc, elle va s'exprimer à chaque fois qu'on prend conscience que notre comportement peut générer chez l'autre une émotion désagréable, de la peur, de la tristesse, de la colère, de la souffrance, peu importe quoi. Pour mieux comprendre, un exemple très simple, vous marchez sur le pied de quelqu'un. Lorsque vous vous en rendez compte, vous réalisez que ça peut faire mal à la personne et donc c'est la culpabilité qui va vous amener à lever le pied, à vous préoccuper de à quel point la personne a mal, peut-être vous excuser, réparer les torts causés pour qu'elle ait moins mal. Donc c'est tout à fait sain de culpabiliser régulièrement, surtout qu'on est des animaux sociaux et que les relations sociales sont très importantes pour nous. Alors on va en venir maintenant à une situation un peu plus complexe qui est donc celle que m'a amenée Caroline. Caroline est en couple, elle et son partenaire, ils sont tous les deux séparés de leurs ex-conjoints et ils ont chacun leurs enfants à temps partiel. Elle a ses enfants un petit peu plus souvent que lui, ce qui amène des moments où lui, il est seul, alors que Caroline est avec ses enfants. Et dans ces moments-là, elle est de fait peu ou pas, en tout cas beaucoup moins disponible pour lui que le reste du temps. Et dans ces moments-là, il lui envoie des petits messages pour lui dire « tu me manques ». Et à la réception de ces messages, Caroline culpabilise. Donc, si vous avez bien suivi ma description de la culpabilité, c'est logique qu'elle culpabilise à ce moment-là. En effet, au moment où elle reçoit le message, ça l'oblige à prendre conscience de la tristesse, du manque que ressent mon partenaire, ça déclenche sa culpabilité. À juste titre, elle n'a aucune envie de rendre son partenaire triste. Ensuite, la culpabilité fait son travail, Caroline, elle se sent mal, elle se questionne sur ses choix, est-ce qu'elle pourrait pas faire mieux, différemment, afin que lui se sente moins triste, est-ce qu'elle pourrait pas se montrer plus disponible? Donc jusque-là, tout est logique, tout fonctionne parfaitement, c'est la part d'elle qui culpabilise, qui s'exprime. Alors ici, attention, j'aime bien cette théorie des parts de soi parce qu'elle est très utile pour comprendre certains des pièges que nous tendent nos émotions, mais il faut bien comprendre aussi que ces parts de nous sont à peu près sans nuance. Elles font leur job
à 100%, voire à 200%. Donc on ne peut pas attendre de la part de nous qui culpabilise de nous dire « c'est bon, ça va ». Autrement dit, il faut voir ces parts de nous comme des amis qui tiennent vraiment beaucoup à nous et qui ont à cœur de nous transmettre des messages qu'ils jugent très importants pour nous. Et chacune de ces parts de nous est donc très persévérante. Si on lui ferme la porte, elle va toquer plus fort, elle va revenir plus souvent, elle va essayer de rentrer par la fenêtre, par la cheminée, parce qu'elle veut être absolument sûre de nous transmettre le message qu'elle a à nous transmettre. Donc, ces parts de nous sont très persévérantes, très insistantes, et elles sont rarement satisfaites à 100%. Donc, ce n'est pas la part de nous qui culpabilise qui va nous dire « c'est bon, t'en as fait assez ». C'est une autre part de nous qui va faire ça, ou plus justement, on le verra à la fin de cette vidéo, c'est du dialogue entre les parts de nous que va émerger ce constat. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça que là, je vais en venir à la partie individuelle du piège de la culpabilité, il est dans ce dialogue. Quand Caroline me dit, dans sa question, « moi, j'aimerais ressentir de la compassion et pas de la culpabilité », c'est comme si elle essayait de fermer la porte à la part d'elle qui culpabilise, et donc il y a des fortes chances que ça ne marche pas. Donc la première partie du piège tendu par la culpabilité, elle est là. C'est de croire qu'on peut agir de telle sorte qu'on ne culpabiliserait plus du tout, c'est faux. Et d'ailleurs, ça amène beaucoup de parents, notamment, à l'épuisement. Caroline, elle va donc faire autrement. Je vous renvoie à la fin de la vidéo, troisième partie, pour les propositions que je vais lui faire. Donc, vous aurez bien compris que la première partie du piège, c'est de croire qu'il y a une manière de faire qui va nous amener à ne plus culpabiliser du tout. Ça ne marche pas. On va toujours avoir une petite pointe de culpabilité. Et on va voir comment la gérer différemment à la fin de la vidéo. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie du piège de la culpabilité, la partie relationnelle. L'autre, le compagnon ici, se sent mal, ressent effectivement de la tristesse, de la colère, de l'inquiétude. Et ce qui déclenche ça, c'est effectivement le comportement de Caroline, ou notre comportement si on met ça dans nos relations. Puisque l'autre se sent mal, il ou elle se sent légitime à nous demander de changer notre comportement pour se sentir mieux. Et après tout, construire une relation, c'est effectivement modifier sa façon spontanée habituelle de faire pour s'adapter à l'autre, à ses besoins spécifiques, au moins en partie. Mais bien sûr, une partie de ces demandes de changement est légitime, mais il y a un piège relationnel. Quand l'autre se sent mal et que ça génère chez nous de la culpabilité, et que ça nous pousse systématiquement à agir pour modifier le ressenti désagréable de l'autre, alors notre culpabilité donne à l'autre du pouvoir sur nous. Et ce pouvoir, il piège les deux partenaires. Il piège celui ou celle qui se sent mal et qui demande à l'autre de changer et qui est coincé, puisqu'il met son bien-être dans les mains d'une autre personne et il restera toujours dépendant de celle-ci pour se sentir bien. Et ce type de situation, le fait de mettre son bien-être dans les mains de quelqu'un d'autre, ça génère souvent du stress, de l'anxiété, un besoin souvent croissant de voir que le ou la partenaire prend bien en compte son malaise, ses demandes. Et donc c'est sans fin. Si l'autre ne répond pas à ma demande, je me sens mal. Si l'autre y répond, je me sens mieux, mais à court terme, et je me sens vite mal à l'idée que ça pourrait ne pas durer. Et c'est typiquement ce genre de piège qu'on va observer dans des situations de jalousie importante, avec des attitudes contrôlantes qui ne font que s'amplifier. Alors ce serait trop long à développer ici, mais si ça vous intéresse, faites-moi signe, je vous ferai un article sur le sujet. Ça, c'est le piège pour la personne qui se sent mal et qui demande à l'autre de s'adapter. Ça doit avoir une limite, sinon je suis coincée, mon bien-être ne dépend que d'une autre personne, et donc ça génère du stress. Maintenant, le piège relationnel, il est aussi dans la personne en face qui culpabilise excessivement et qui va répondre systématiquement aux demandes de l'autre. Et là aussi, je suis coincée parce que la culpabilité empêche cette personne de mettre une limite aux demandes de son partenaire. Ça va diminuer sa liberté, ce qui finit par être insupportable. Mais si jamais cette personne essaye de reprendre un tout petit peu de liberté, elle va créer chez l'autre un malaise d'autant plus important parce que l'autre s'attendait à ce que ça dure tout le temps. Il avait espéré être définitivement soulagé. Si tu réponds bien à mes attentes, tout va bien. Mais dès que je reprends la liberté, à nouveau, il ou elle se sent mal. Et
Ce qui fait que la culpabilité de la personne qui culpabilise et qui se plie aux demandes de l'autre est augmentée. Ah bah c'est parce que j'ai voulu, égoïstement, reprendre un peu de ma liberté que l'autre se sent si mal et donc j'ai pas le choix, je dois répondre à mes demandes et à ses demandes et je suis coincée entre je réponds à ses demandes mais ça rogne complètement sur ma liberté d'agir ou bien je prends ma liberté d'agir mais alors je fais du mal à l'autre. Et la boucle est bouclée pour les deux et les deux sont enfermés dans un piège alimenté par la culpabilité qui va faire comme ça des va-et-vient. Donc, avant d'aller aux pistes d'action concrètes, je vais vous faire un petit résumé de ce que je viens d'exposer. 1. La culpabilité est une émotion saine qui nous amène à nous demander quel impact on a sur les autres et à nous questionner sur ce qu'on peut changer pour que cet impact soit le moins négatif possible. 2. Quand on a du mal à supporter la culpabilité et qu'elle nous amène systématiquement à agir pour changer notre comportement, on risque de se retrouver coincé dans nos relations. Ça n'est jamais assez et ça peut provoquer des pièges relationnels très coinçants pour les deux partenaires, notamment dans les couples. Troisièmement, quand on a appris à utiliser la culpabilité de l'autre, pas forcément consciemment, attention, pour lui faire changer son comportement, là aussi on est coincé. Ça ne sera jamais assez non plus pour nous et ça peut provoquer une escalade des demandes, d'autant plus difficile qu'on se sent dans son bon droit. Après tout, je me sens mal et donc c'est normal de demander à l'autre de changer. Là, on retrouve des stéréotypes de genre. Les femmes sont plus éduquées à culpabiliser et à répondre aux demandes des autres et les hommes sont plus éduqués à se dire je suis dans mon bon droit, de dire je me sens mal et donc il faut que les choses changent. Voilà. Statistiquement, c'est comme ça, mais dans les couples, on peut retrouver l'inverse. Bon, venons-en maintenant aux pistes que je propose à Caroline. Comme vous allez le voir, Caroline n'est pas encore coincée dans ce type de relation culpabilisante, mais elle a quand même des choses qu'elle peut faire différemment. Alors, les pistes concrètes pour gérer sa culpabilité dans le couple. Dans le cas de Caroline, première chose, son compagnon, il exprime sa tristesse, son sentiment de manque par ses messages. Mais visiblement, il n'y a pas de sa part de demande explicite assortie à ces messages. Il ne demande rien à Caroline, juste il envoie un message. Et donc peut-être qu'effectivement il n'y a pas de demande, mais peut-être qu'il y en a une tout à fait implicite. Dans nos relations, quelles qu'elles soient, nombre des règles qui régissent nos comportements sont en effet des règles non dites, qui se sont installées sans qu'on en ait vraiment conscience. C'est normal, il n'y a pas de problème avec ça. Ça n'est pas possible, à mon avis, ni même utile de chercher à expliciter toutes les règles de fonctionnement. Ça serait assez fastidieux, ça ferait perdre beaucoup de spontanéité à la relation, et ça peut très bien fonctionner sans que les règles implicites soient dites. Mais ça peut être utile d'expliciter les règles implicites si on sent qu'il y a quelque chose qui coince. En effet, comme elles sont non dites, et que souvent on n'a même pas conscience qu'elles se sont installées, ces règles peuvent nous jouer des tours. Bon, ça peut expliquer notamment que Caroline soit en colère face à cette situation. Elle se sent un peu coincée, elle ne sait pas très bien pourquoi, ça l'agace. Après tout, il ne me demande rien, m'écrit-elle. Mais est-ce qu'elle en est si sûre? Ce n'est pas parce qu'une demande n'est pas dite qu'elle n'est pas exprimée. Attention. D'ailleurs, Caroline, elle ajoute, quand il m'envoie ces messages, est-ce qu'il croit que je pourrais faire autrement? Est-ce qu'il dit ça exprès pour que je me sente mal? Donc, elle commence à soupçonner qu'il y a une demande, qu'il y a peut-être une tentative de, peut-être pas de manipulation, mais en tout cas qu'il y a une demande derrière ces messages. Donc, dans ce type de situation, on n'est pas sûr, c'est pas clair, on commence à se poser des questions. La première des choses à faire, c'est de faire ce qu'on appelle de la métacommunication. Qu'est-ce que c'est que la métacommunication? C'est le fait de communiquer sur la communication ou sur la relation. Ça va permettre d'expliquer ce qu'on ressent et de demander à l'autre de clarifier sa position en mettant en évidence des zones de flou, de malaise. Ici, dans cette situation, ça pourrait donner quelque chose comme quand tu m'envoies un message et que je ne suis pas disponible, évidemment, je suis contente de savoir que tu m'aimes, que je te manque aussi, mais je me sens mal parce que j'ai l'impression que tu me reproches de ne pas être assez disponible pour toi. Et donc, j'ai besoin de savoir ce qu'il y a pour toi derrière ces messages. Est-ce que tu veux juste me manifester ton amour? Est-ce que tu attends quelque chose de moi? Est-ce que c'est encore autre chose?
Clarifier la demande, ça peut aider à vivre le message différemment et du coup à être plus dans la compassion dans la culpabilité comme le voulait Caroline. Mais ça peut aussi aider Caroline et son partenaire à prendre conscience chacun de leurs propres attentes. Peut-être que lui, il envoie des messages pour faire plaisir à Caroline sans avoir réalisé que ça la mettait à mal. Et ils pourront, à ce moment-là, avoir une discussion sur les modalités pratiques et concrètes de leur relation et pour gérer ces moments de manque. Est-ce qu'il peut, lui, peut-être différer son envoi de message et l'envoyer à un moment où elle est disponible pour lui répondre, quand les enfants sont couchés, quand Caroline a du temps pour elle, par exemple? Est-ce qu'il peut juste dire bah, « je n'envoie plus de messages, mais alors au moment des retrouvailles, peut-être qu'on fêtera ça mieux, d'une manière différente ». Est-ce qu'il y a des choses qui doivent changer dans leur relation plus globalement pour que lui, il ait peut-être moins besoin d'envoyer des messages et qu'elle se sente moins coincée? Donc ça, c'était ma première proposition de communication dans le couple. La deuxième proposition, elle s'adresse à Caroline plus spécifiquement et je vais l'inviter à mettre plus de conscience dans sa réaction à la culpabilité. Pour le moment, quand Caroline reçoit les messages, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enclenche directement sur sa culpabilité. Et ça l'agace et elle veut s'en débarrasser. Elle se sent mal, donc elle se pose des questions suite à la culpabilité. Bien sûr, en théorie, elle pourrait faire plus. En théorie, on peut toujours faire plus, mieux, tout ce que vous voulez, mais pas dans la réalité, hein. Donc, ceci étant dit, Caroline a réfléchi à son choix. Elle a clairement posé, explicité qu'elle privilégiait sa relation avec ses enfants, qu'elle se montrait moins disponible pour son conjoint, pour être la mère qu'elle a envie d'être. Ok, c'est un choix. Alors, petite parenthèse, si vous êtes dans une situation similaire, que vous vous sentez coincé par la culpabilité, prenez le temps de conscientiser votre choix à vous avec ses avantages et ses inconvénients. En ne le faisant pas, vous entretenez la croyance qu'il y aurait une solution parfaite, ce qui ne fait qu'augmenter la culpabilité ou le doute, en tout cas, sur est-ce que je pourrais pas faire mieux. Et ici, je rappelle à tous ceux et celles qui écoutent cette vidéo et à Caroline qu'aucune option n'a que des avantages. Caroline, elle a fait un choix de privilégier ses enfants et d'être moins disponible pour son conjoint. Ce choix, pour être la mère qu'elle veut être, il a un prix à payer, c'est d'être moins disponible pour son amoureux. Et donc, quasiment automatiquement, de ressentir de la culpabilité quand lui, il ressent du manque. Et là, Caroline, elle me dit « mais moi, je voudrais ressentir de la compassion et pas de la culpabilité ». C'est un peu comme si elle ne voulait pas payer le prix de son choix. Pardon, Caroline, de le dire comme ça. Mais c'est aussi un peu comme si elle voulait rejeter sa culpabilité. « Non, toi, tu m'arranges pas trop, je veux pas t'entendre ». Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec les parts de soi, les amis qui insistent, ça ne marche pas très bien. On ne décide pas de ce qu'on ressent, mais seulement de ce qu'on fait de ce qu'on ressent. Bon, d'ailleurs, je me demande quelle part dans l'agacement de Caroline n'est pas liée au fait qu'elle ressent de la culpabilité et qu'elle voudrait ressentir autre chose, mais qu'elle n'y arrive pas et que ça l'énerve de ne pas avoir le contrôle sur son émotion. Saleté d'émotion qui ne veut pas se plier à ce qu'on voudrait. Bref, pour aider Caroline à mieux gérer cette culpabilité, je vais plutôt lui proposer donc de prendre au sérieux sa culpabilité au lieu d'essayer de la remplacer par autre chose et de la fuir d'une certaine manière. Et pour ça, je l'invite à se préparer à ce qu'elle va ressentir. Bon, quand mon chéri va m'envoyer un message, certainement, je vais culpabiliser. En se préparant, déjà, on subit moins. Mais il faut aller plus loin. Ok, quand je vais le culpabiliser, ce sera le signe que je me préoccupe de mon compagnon, de notre relation, et donc je vais avoir besoin d'accorder du temps et de l'énergie à la réflexion sur cette relation. Combien de temps est-ce que je suis d'accord pour accorder à cette réflexion? 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Quand la culpabilité arrivera, Caroline pourra alors prendre le temps qu'elle a prévu pour se poser, pour réfléchir aux questions suivantes. Ok, mon compagnon, je lui manque, il se sent un peu triste. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour qu'il se sente moins mal? Si oui, quoi? Est-ce que c'est tout de suite? Est-ce que c'est plus tard? Est-ce que je suis d'accord pour le faire? À noter, alors, plusieurs choses. D'abord, si on a mené la discussion, la métacommunication dont je parlais au début de cette partie, peut-être qu'il n'y aura pas besoin de faire ce travail. Parce qu'on aura trouvé des solutions autres qui permettront de gérer. À noter aussi que ce temps de réflexion, il peut être mené soit sur le moment, quand la culpabilité se manifeste,
ça peut être un peu fastidieux, mais on peut aussi prendre un rendez-vous avec sa culpabilité à certains moments prévus pour ça sera alors plus long. Et on se pose sincèrement, honnêtement ces questions, c'est-à-dire en gros, on invite sa culpabilité à prendre le café et est-ce qu'il y a quelque chose vraiment que je peux faire, et on va discuter avec elle pour entendre son message. Par contre, si vous faites ça, vous aurez intérêt à être fidèle au rendez-vous. Si vous lui dites demain matin à 9h, je m'occupe de ça, parce que sinon elle va revenir vous embêter. Mais quand elle revient vous embêter, si vous êtes vraiment fidèle au rendez-vous, vous pouvez lui dire, tu te souviens, culpabilité, on parle de ça demain matin à 9h, et ça peut, avec un peu de discipline, ça peut vous aider à être moins envahi. Bon. Donc, soyez présent au rendez-vous, sinon la culpabilité va s'énerver. Donc, oui, on peut donner rendez-vous à ses émotions comme on donne rendez-vous à des amis. Voilà, c'est très efficace. Bon, en prenant au sérieux sa culpabilité, eh bien, cette culpabilité devient souvent moins encombrante. Comme si, d'elle-même, par le dialogue qu'on va mener avec elle, elle se rendait d'elle-même à la raison et qu'elle constatait effectivement qu'on ne peut vraiment pas faire mieux. Et ça peut aussi nous permettre de voir des solutions, d'autres façons de réagir, de faire évoluer notre relation dans un sens qui nous convient mieux. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'on peut rien faire au moment des messages, mais qu'on peut peut-être réagir différemment à d'autres moments, peut-être faire des retrouvailles qui soient plus marquées, marquantes, festives, pour montrer qu'on a tenu compte de ce manque. Voilà les pistes que j'ai proposées. Donc en résumé, ne chassez pas votre culpabilité, prenez-la au sérieux, ce qui ne veut pas dire que vous devez vous précipiter pour agir et changer votre comportement sans réfléchir. C'était donc mes pistes pour mieux gérer la culpabilité dans le couple et pour répondre à la question de Caroline. Vous trouverez des ressources complémentaires et notamment des articles du blog dans le lien qui est en description de la vidéo sur blog.escomc.fr. Donc le lien est en description. D'autres choses, vous pouvez, si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres personnes, évidemment la liker, la commenter, la partager, l'envoyer à vos amis. Ça peut aider des gens qui sont concernés par le sujet. Et si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez aussi faire un don récurrent ou ponctuel via un lien PayPal qui là aussi est en description de la vidéo. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte PayPal pour faire ce don, vous pouvez simplement le faire avec une carte bleue. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.